Bonjour, rebonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Quelques petites règles de bienséance ou en tout cas d'organisation. Donc, on vous propose au fur et à mesure de mettre vos questions dans le thread de conversation de manière à ce qu'on puisse les regrouper et essayer d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin si vraiment des questions sont transverses. Quelques rappels, le webinaire est enregistré, donc vous allez me reposer la question, mais je vous le dis déjà, nous allons diffuser sur notre chaîne YouTube le webinaire. Nous transmettrons évidemment à toutes les personnes qui se sont inscrites les différents slides. Voilà, ça c'est pour le côté organisation. Pour le webinaire, je suis très content de vous présenter ce webinaire finalement va nous aider à faire des quartiers plus durables. Comment faire de ces démarches, de ces certifications, de ces labels, des leviers pour avoir des quartiers plus durables. Voilà le sujet. Je tiens à remercier bien évidemment tous les intervenants. Un grand merci donc à Théo Garcia qui pour la Socarane viendra nous présenter la démarche QDF sur Baheurt à Noisy-le-Grand. Bien évidemment, merci Olivia Bélanger, directrice de Roy Aménagement, qui va nous présenter l'écoquartier de l'Arsenal. Et évidemment, un grand merci à Anaïs et à Raphaël, qui vont chacune nous expliquer BPCA quartier et HQE Aménagement. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, vous présentez peut-être rapidement l'instant publicité Visea. Visea, c'est quoi? C'est une société qui, depuis 17 ans, cherche à rendre possible la transformation de notre société pour préserver la planète sur différents métiers qui sont construction, enfin bâtiment pour être plus exact, qui sont mobilité, qui sont transition environnementale des entreprises, territoire et bien évidemment urbanisme qui nous réunit aujourd'hui. Visea, c'est 4 agences réparties dans toute la France, donc Bordeaux, Nantes, Lyon et Paris. Quand on fait le compte, on arrive à 1500 projets qui sont tous exemplaires dans leur thématique. Et c'est avec toute cette expérience qu'on avait envie de vous présenter finalement ce webinaire. Et je cède la parole tout de suite à Raphaël. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Alors, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de permettre de vous y voir plus clair dans les différents labels et certifications qui existent à l'échelle quartier. Donc, il en existe un certain nombre dont vous avez très certainement entendu parler et que je vais vous relister. Et l'idée, ça sera d'illustrer tout au cours de ce webinaire au travers des différentes opérations comment ces certifications et labels sont un levier pour les quartiers et comment ils peuvent être utilisés. Donc, sur les labels et démarches qu'on peut rencontrer à l'échelle du quartier, donc il y a bien sûr le label Écoquartier, qui est un label d'État, donc porté par le ministère de la Transition écologique, qui s'organise autour de 4 axes thématiques et de 20 engagements et qui a fait l'objet d'une refonte cette année. Dont Olivia vous parlera un peu plus au travers du projet de l'Arsenal à Rueil-Malmaison. On a le label QDF, donc Quartier durable francilien, qui est porté par Ecopolis et qui est tout nouveau. Donc, vous parlera un peu plus en détail, Théo, sur l'opération des bailleurs à Clichy. On a ensuite le label BBCA Quartier, porté par l'association BBCA, qui est le label bâtiment bas carbone et du coup élargi cette fois-ci à l'échelle du quartier. Et puis la certification HQE aménagement, portée par Certivia et que vous avez peut-être aussi plus l'habitude de rencontrer sous sa forme bâtiment, bâtiment durable ou NF Habitat HQE, et qui a un format tout vraiment très différent à l'échelle du quartier. Et ensuite, on a quelques autres labels qui existent et sur lesquels par souci de temps, on reviendra un peu moins, mais qui sont les labels 2EC, donc engagement économie circulaire, construction et aménagement, donc qui ont pour objectif de promouvoir la mise en œuvre de l'économie circulaire dans les quartiers, et puis la démarche Biodiversity Ready,
pour accompagner l'intégration de la biodiversité tout au long de vos projets au sein des quartiers. Alors, comme je vous le disais, donc on va plus amplement illustrer ça par la suite. Mais donc, juste avant ça, pour vous dire que ces labels et ces certifications, lorsqu'ils sont bien choisis, ils peuvent être utilisés, alors bien sûr, comme un outil fort de communication et de valorisation de vos opérations, mais au-delà de ça, ces labels certifications, ils visent surtout à vous aider à construire et à intégrer le développement durable dans vos opérations, en mettant, alors plus ou moins selon les certifications et labels, ce que vous pourrez voir par la suite, des outils à disposition, des conseils via des experts, des commissions, etc. Et qui vous accompagne tout au long des projets et toutes aux différentes phases de vos projets, de la conception jusqu'à la livraison et l'exploitation. Et du coup, sans plus attendre et mettant dans des propos abstraits, je vous propose de donner la parole à du coup Théo Garcia qui va nous parler du quartier durable francilien des Baeurs quartier durable francilien des Baeurs. Pardon. Théo, vas-y. Tout d'abord, merci à Visea pour votre invitation à ce webinaire. Le quartier durable francilien des Baeurs se situe au nord-ouest de Noisy, à moins d'1 kilomètre de 2 gares de RER A et entre le quartier d'affaires du Mont-d'Est, qui est connu pour le grand ensemble des espaces d'Abraxas assez emblématiques et donc, il se situe entre ce quartier et les bords de Marne, où là, on est plutôt sur un tissu pavillonnaire. Donc, c'est un quartier qui est constitué d'un ensemble de friches et de jardins, puisque ça fait des années que la ville constitue des réserves foncières compte tenu de la situation stratégique du secteur. Mais c'est un quartier qui, historiquement, était le siège d'une production maraîchère ou potagère, qui a progressivement muté, qui s'est légèrement urbanisé. On est vraiment sur un quartier périurbain, donc à savoir que la démarche quartier durable francilien se décline en fonction du contexte, urbain, périurbain, rural, et nous, on est vraiment dans le référentiel périurbain. Au démarrage de l'opération, on avait une quarantaine de pavillons. Voilà, donc juste en termes de contexte. Donc l'objet du projet, c'est de structurer un quartier autour d'un parc linéaire qui permette de développer une diversité d'habitats pour la biodiversité, puisque compte tenu de l'état initial, on avait des enjeux écologiques assez forts. Qui se traduisent aussi par une conservation et une valorisation, une densification du patrimoine arboré sur l'ensemble du secteur, espace public, l'eau privée, avec un fort enjeu aussi d'articulation du projet avec le tissu existant, puisqu'on est sur un projet de recyclage foncier. Un enjeu de structuration aussi de voies de desserte, à la fois piétonnes, cycles et voitures aussi, puisque le quartier actuellement était vraiment déficitaire en espace public. Et puis enfin, donc vraiment un quartier sur lequel on a travaillé en étroit lien avec les riverains, qui a une histoire un peu compliquée, ça n'a pas toujours été le cas, et en fait on a vraiment retravaillé et remis à plat tout le projet avec les riverains en développant vraiment une gouvernance partenariale, et on s'est positionné nous en tant qu'aménageurs comme des médiateurs entre, on va dire, la ville et les riverains. Donc, comme je le disais, il y a un vrai enjeu de couture urbaine, d'articulation entre les tissus existants et le futur projet. L'objectif, c'est évidemment de densifier, mais de densifier de façon douce, voilà, en tenant compte en fait du tissu pavillonnaire existant. Et donc, on a vraiment travaillé sur un épanelage avec des petits collectifs au niveau du jardin linéaire. Et puis, progressivement, voilà, un épanelage avec de l'intermédiaire et de l'individuel,
sur les abords de ce parc. Voilà. Au niveau de la programmation, donc on est sur un projet à dominante résidentielle. On a un objectif de production d'environ 900 logements. Initialement, on était sur une programmation 25% de logements sociaux, 75% de logements en accession. Mais compte tenu de la crise du logement, donc on a retravaillé les choses en intégrant une part plus importante de loyers, de logements locatifs intermédiaires. On développe différents types de logements sociaux avec de l'accession sociale, du très social et du social. Un équipement public, un équipement, pardon, de santé structurant. Donc ça fait partie du cahier des charges de la ville. Dans chaque opération d'ensemble, un équipement de santé, du commerce, une crèche, une micro-crèche et un équipement public socioculturel qui initialement devait faire l'objet d'un projet de construction neuve et finalement on a retravaillé les choses pour réhabiliter un équipement à proximité et augmenter sa capacité d'accueil. En termes d'enjeux environnementaux, donc, on va préserver 50% des arbres remarquables en présence. On va en planter 297 autres, à peu près autant en strates arbustives. L'objectif pour nous, c'est de développer vraiment un projet de quartier-jardin avec à la fois une part importante du végétal sur les espaces publics et dans les lots privés et une diversité de milieux avec une grande noue structurante, un espace boisé, un espace verger aussi. Euh, les projections qui ont été faites, c'est que à terme, lorsque l'ensemble des plantations auront atteint leur maturité, on devrait obtenir une canopée représentant environ 59% de l'espace public. Donc, ce qui est assez important. Et on est à 35% de pleine terre au global. Au niveau du plan masse et des gabarits, l'objectif, ça a été vraiment de travailler sur la fragmentation et la compacité du bâti. La compacité du bâti pour des raisons de performance énergétique, la fragmentation pour des questions plutôt de confort, avec un travail sur l'occultation, les occultations, on s'appuie sur le végétal et sur des dispositifs d'occultation extérieurs. Dans l'ensemble des logements, on développe des espaces extérieurs privatifs et on s'appuie à la fois sur la NF Habitat HQE et puis aussi sur la démarche BDF qui a vocation à vraiment responsabiliser aussi chaque opérateur dans l'exemplarité de leur projet sur l'ensemble des thématiques du développement durable. Donc le projet a fait l'objet d'une première évaluation en phase conception. On est passé en commission en 2023. Ça a vraiment permis d'apporter, donc cette démarche QDF a vraiment permis d'apporter un regard objectif sur les ambitions environnementales du projet et aussi à nous re-questionner et à repositionner aussi certains enjeux. Globalement, au niveau du projet consolidé en conception, le jury a considéré que bon, voilà, le projet était globalement cohérent sur la plupart des thématiques de développement durable. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est l'intérêt pour la démarche de concertation et la gouvernance partagée avec les riverains, puisque l'association de quartier fait partie notamment des jurys d'attribution concours. Ça, c'est qu'un exemple. Au niveau des apports de la démarche QDF, je dirais pas forcément qu'il y a un avant et un après QDF, je dirais plutôt qu'il y a une progression dans les ambitions. Donc, comme je le disais, ça nous a permis de nous repositionner de façon un peu plus objective sur nos prescriptions opérateurs, notamment sur la sobriété énergétique. On était parti voilà, sur une anticipation de la RE 2020. Là, avec la nouvelle réglementation 2020, on a maintenu cet enjeu d'anticipation de la réglementation environnementale et voire on l'a renforcé.
Donc on est passé de RT 2012-20% et le label E plus C- à la RE 2020 avec seuil 2025, voire même à des bâtiments passifs. Et de la même manière, sur les enjeux carbone, on a aussi repositionné les choses en passant de prescription par exemple, du label biosourcé niveau 1 à du label biosourcé niveau 2. Cet engagement-là, il est aussi lié au fait que nous, Socaren, on s'est engagé dans la charte FIBois, enfin bois biosourcé, qui est mise en place par l'association FIBois. Et donc, nous aussi, on s'est un petit peu acculturé à ces enjeux-là avec l'accompagnement de Visea, qui, j'ai oublié de le préciser, mais est à la fois notre AMO environnement et notre accompagnateur sur la démarche QDF. Sur le projet d'espace public, on a aussi consolidé les choses en essayant de travailler sur les enjeux d'albédo, de confort d'été des espaces publics, d'empreinte carbone, en améliorant aussi les matériaux mis en œuvre et en essayant de travailler sur la perméabilité et la durabilité des aménagements. Sur le volet chantier, de la même manière, on avait mis en place une charte chantier faible nuisance. On a travaillé en lien avec, Visea et avec notre OPC sur, le croisement en fait des référentiels de gestion durable des chantiers, donc avec le croisement des référentiels charte chantier BDF et QDF, BDF à l'échelle des bâtiments et QDF à l'échelle du quartier, pour optimiser aussi nos modalités de suivi et de reporting avec les différents opérateurs. On a aussi travaillé sur la mise en place, déploiement de capteurs des conditions environnementales, sur le bruit, la qualité de l'air et les vibrations. Donc ça, c'est vraiment aussi lié au fait qu'on a des riverains qui habitent dans le chantier. Donc c'est des enjeux qui sont particulièrement sensibles sur ce projet. Et on les associe à travers un outil collaboratif qui leur permet, en complément des données objectifs relevées, de faire des signalements pour nuisances. Et ça permet pour nous de compléter notre vision des nuisances qui peuvent être générées sur les chantiers. Donc, nous, notre engagement dans la démarche Quartier durable francilien, il s'est vraiment traduit aussi par une amélioration significative du projet. Ce que je vous parlais tout à l'heure de l'évolution, de l'amélioration des matériaux mis en œuvre. Bah, cette évolution, elle est rendue possible par la démarche QDF qui nous a permis de nous repositionner sur ces enjeux-là, mais aussi par le niveau de reconnaissance qu'elle nous a apporté. On a pu aller répondre au programme de financement 100 quartiers innovants et écologiques de la région Île-de-France et obtenir des financements pour justement financer ces améliorations du projet. Donc il y a 4 actions qui ont été lauréates là, du dernier appel à projet de la région pour un montant de financement d'1,8 million d'euros. Et donc, voilà, ça nous a vraiment permis de boucler notre financement pour améliorer notre projet sur ces thématiques environnementales. Quelques exemples de projets vertueux. Donc, on travaille là sur la réalisation d'un programme de 50 logements sociaux avec un mode constructif très innovant qui est l'isolation en blocs de chanvre compressés et un enduit à la chaux. Donc on est vraiment sur une conception poutre, béton, bas carbone, on le souhaite le plus bas carbone possible, remplissage en isolation biosourcée et finition faiblement carbonée, soit enduit à la chaux, soit bardage bois. Ce qui nous permet d'atteindre des niveaux de performance intéressants. De la même manière, donc on développe un programme mixte avec 71 logements LLI et 41 logements BRS, qui est BDF bronze en conception, avec 15% de la surface développée en passif
et le développement d'un service d'autopartage au sein de la résidence. Et puis un autre projet développé par Emridge, donc avec une partie en accession, une partie en LLI. Donc là, ce projet, il est intéressant parce qu'il permet de mixer aussi différentes formes d'habitat. Et voilà, toujours avec des performances environnementales ambitieuses, euh, des constructions notamment de maisons 100% bois et passives. Merci beaucoup Théo. Alors n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat si vous en avez. Et j'en ai déjà quelques-unes à te poser. Peut-être est-ce que tu peux nous préciser à quel stade, selon toi, c'est le plus intéressant de commencer à s'engager dans la démarche QDF? Il me semble que du coup le projet était assez avancé déjà quand vous êtes engagé Bah, dans le cette. plus tôt possible, j'ai envie de dire le plus tôt possible, idéalement en phase programmation, mais autrement, vraiment dès le démarrage des études de conception, parce qu'après, ça devient un peu plus compliqué d'intervenir sur le plan masse, en fait, sur le schéma directeur d'aménagement. Donc voilà, le plus tôt possible. Ça marche. Et après, merci beaucoup. Et après, en termes de peut-être constitution des dossiers QDF, utilisation des outils mis à disposition, qu'est-ce que ça représente aussi, un peu comment ça s'intègre dans les différents jalons du projet. Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a plusieurs phases d'évaluation. Donc la démarche QDF, c'est un référentiel de 300 indicateurs sur 7 ou 8 thématiques euh, environnementales, on va dire. Et à chaque phase de conception, réalisation, exploitation, un passage devant une commission interprofessionnelle qui représente toute l'interprofession de l'aménagement de la construction durable, donc avec des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises de travaux qui vont, sur la base de cette présentation, compléter, on va dire, le score obtenu sur l'évaluation selon la grille et attribuer donc un niveau de reconnaissance. Le niveau de reconnaissance étant consolidé qu'à la fin de la démarche, c'est-à-dire après le passage en commission exploitation. Et il faut vraiment pas négliger la première évaluation du projet, parce qu'on a tendance à vraiment débroussailler beaucoup de sujets. Et ça, voilà, ça nécessite quand même pas mal de temps passé et d'investissement pour évaluer, apprécier indicateur par indicateur le projet, fournir des justificatifs, en discuter avec les instructeurs côté Ecopolis qui vont valider critère par critère si effectivement les indicateurs sont bien remplis à leur sens. Et donc, c'est un gros travail en phase conception en tout cas. Et après, c'est peut-être un peu plus léger sur les phases réalisation-exploitation, mais l'histoire nous le dira parce on n'y est pas encore. Merci beaucoup. Peut-être une autre question. Pourquoi finalement, pourquoi QDF plutôt qu'une autre sortie ou la base? Alors, parce qu'en fait, on avait déjà travaillé dans le cadre de la démarche écoquartier, bon, éco-projet, écoquartier, sur une autre opération, l'écoquartier Île-de-la-Marne, également à Noisy. Euh, et c'est vrai que la démarche nous paraissait différente, euh, peut-être voilà, différente, peut-être plus adaptée aussi aux spécificités de ce projet, puisqu'on a vraiment un référentiel qui se décline projet urbain, projet périurbain, rural, avec du coup des exigences qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont peut-être voilà, plus adaptées. Et puis c'est un référentiel qui est développé finalement par les opérationnels. Et donc voilà, ça nous paraissait intéressant de tester cette alternative à la démarche écoquartier.
Ok, super. Bah, merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions sur ce projet, je vous propose de passer au suivant. Merci encore Théo. Et Merci. du coup, cette fois-ci présenté par Olivia Bélanger, donc de la SPL Reuil Aménagement, qui va vous parler de l'écoquartier de l'Arsenal. Merci, bonjour à tous et puis merci Viséa de cette proposition d'intervention. Donc je vais en effet vous parler de l'écoquartier de l'Arsenal à Rueil-Malmaison. Donc on est sur un écoquartier qui est situé sur les hauteurs de Rueil-Malmaison dans le 92. Donc on est en limite de Suresnes, de Nanterre et on vient s'inscrire vraiment sur les hauteurs de la ville de Rueil à proximité donc du Mont Valérien. C'est un point important puisqu'on a une topographie qui est assez marquée sur le site. L'écoquartier de l'Arsenal, on est vraiment sur un projet de reconversion et de reconquête d'une ancienne friche industrielle, puisqu'on est sur un foncier d'un peu plus de 17 hectares, qui était à l'origine un site industriel totalement bâti et artificialisé. Vous voyez quelques photos aériennes, mais donc il faut savoir que c'est un site qui a commencé à être urbanisé dans les années 1917-1920, en lien avec le contexte de guerre. On avait un atelier donc de production de chars, de missiles, qui a commencé à s'installer sur le site de l'Arsenal et qui a conduit à l'urbanisation au fur et à mesure de l'ensemble du quartier de l'Arsenal. Donc 1960, on a une présence assez forte de l'OTAN qui développe un programme de défense aérienne assez important. On a ensuite l'arrivée de Renault dans les années 70. Donc c'est un point assez important puisque Renault a profondément marqué l'histoire du site de l'Arsenal, mais également de la ville de Rueil-Malmaison. Et donc vous le voyez, dans les années 85, on a un site qui est totalement artificialisé et qui est fermé au public. Donc Renault installe sur le site toute sa direction des recherches. Vous avez sur ce site la conception de la Dauphine, de la R5, R15, etc. Donc on a vraiment un passé assez important et c'est un passé qui est toujours très présent aujourd'hui puisque vous apercevez à proximité donc de la rue des Bons Raisins 5 plots de bâtiments, c'est des logements, et donc c'était historiquement toutes les personnes qui travaillaient chez Renault qui habitaient là, et c'est des personnes qui sont encore présentes aujourd'hui pour certaines, et qui sont vraiment des personnes clés, nous, dans la conception du projet. Après ça, donc, on a toujours donc l'activité de Renault qui se développe et dans les années du coup 2000, Renault annonce à la ville de Rueil-Malmaison qu'elle souhaite sous 10 ans quitter le site de Rueil pour regrouper l'ensemble de ses activités sur le site de Guyancourt. Donc la ville de Rueil-Malmaison souhaite se saisir de cette opportunité. Donc une double opportunité. La première, la présence de 17 hectares de foncier en plein cœur de la ville de Rueil. Et la deuxième, toutes les discussions autour du Grand Paris Express. Et donc une double opportunité, du foncier, un transport en commun structurant avec la ligne 15 Ouest, j'y reviendrai. Et donc la ville a décidé d'avoir la main sur le devenir du site et engagé toute une phase de concertation en vue de la création d'une ZAC, donc la ZAC de l'Arsenal, qui a été créée en 2015. Donc vous le voyez sur la deuxième illustration, donc on a, nous SPL Reuil Aménagement, on a commencé à intervenir en 2015. C'est un projet qui est porté donc par l'ASPL, mais nous, on est au service donc, du territoire de Paris-Ouest La Défense et de la ville de Rueil-Malmaison, qui sont vraiment les deux décideurs sur ce projet d'aménagement. Bien sûr, on s'est adjoint les compétences de nombreux experts, notamment Viséa, j'y reviendrai. On a un paysagiste donc, qui est la société Landact et l'urbaniste du projet, donc c'est Becarmap devenu maintenant MBE, qui a proposé un plan d'aménagement. Vous voyez donc les grands principes de ce plan d'aménagement. Il y a un pari et un parti assez fort qui avait été décidé par la collectivité, c'est qu'on ait un parc traversant. Donc, vous le voyez, c'est vraiment la colonne vertébrale nord-sud du projet. La volonté de la ville, c'était que ce parc puisse faire le lien entre les différents villages de la ville de Rueil et puisse reconnecter ce morceau de ville au tissu pavillonnaire environnant, mais aussi à un projet de renouvellement urbain qu'on aperçoit au sud, le projet des Godardes. Donc on a fait un parc traversant qui fait qu'aujourd'hui, tous les habitants sont à moins de 300 mètres d'un espace vert.
L'Arsenal, c'est un projet quand même assez conséquent puisque c'est 2500 logements neufs, dont 25% de logements sociaux. Ce sont des commerces. Les commerces sont principalement situés sur la rue des Bons Raisins, qui était une rue existante, et puis sur la place centrale du projet, la place Line Renault. On retrouve des équipements publics avec notamment un complexe omnisport qui a été conçu par Rudy Ricciotti, qui permet de recouper sur 3 niveaux à la fois un centre aquatique, on a des terrains de hand, de ping-pong, etc. Mais surtout, on a une toiture assez innovante puisque sur le toit, on a des terrains de foot et une piste d'athlétisme. Donc c'est un projet qui a vraiment changé aussi les choses pour le quartier. On a bien sûr donc des groupes scolaires, avec un groupe scolaire qui a fait l'objet d'une extension et puis de la création d'un centre de loisirs. Et on a donc bien sûr une gare du métro, donc la ligne 15 Ouest, la gare Rueil-sur-Aisne-Mont-Valérien. Les travaux ont démarré, ça y est, et on devrait avoir une mise en service à l'horizon 2030. Donc au niveau du plan d'aménagement, un axe nord-sud qui était le parc et un axe est-ouest qui permet de relier le complexe omnisport, la place centrale et demain la future gare, donc le Mail Simone Veil. On a également dans la programmation la possibilité donc d'avoir des bureaux autour de la gare et bien sûr un parti assez fort sur la présence du végétal et de la nature en ville avec plus de 5,4 d'espaces verts végétalisés sur le projet. Donc faut pas oublier qu'on partait de zéro puisque tout était totalement artificialisé. Également un projet de géothermie sur ce site. Ça a été vraiment un des leviers du projet de l'Arsenal pour la ville de Rueil. Vous avez donc là, vous voyez que c'est un projet qui a été échelonné en plusieurs phases. Nous, on a commencé à intervenir en 2015. À fin 2021, on avait déjà 1700 logements qui étaient livrés. C'est un projet qui est rentré très vite en phase opérationnelle puisque la maîtrise du foncier était principalement liée à l'État et à Renault, donc ça a été des négociations compliquées, mais c'est vrai que la maîtrise du foncier a pu être relativement rapide et on est rentré très vite dans une phase opérationnelle. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez en bleu clair sur le plan, c'est livré. Ce qui est en bleu un peu plus foncé est en cours de chantier avec notamment une caserne de pompiers qui va être aussi un équipement structurant. Un pôle médical avec un parking qui devrait être livré, lui, en septembre. Et puis tout le secteur de la place centrale qui, lui, sera livré normalement dans une dizaine de jours. Donc ça avance, c'est la dernière ligne droite de ce chantier-là. Et puis vous avez tout ce qui est en bleu foncé du côté de la gare, qui là pour le coup est gelé pour l'instant, puisqu'on a laissé un peu plus de 2 hectares de foncier à la Société des Grands Projets pour la réalisation de la gare. On est sur un projet, donc voilà, vous avez une vue aérienne. Non, c'est très bien, Raphaël, merci. Vous avez une vue aérienne du projet à 2022, donc on voit bien la métamorphose du site assez rapide entre le visuel de 2012 où on avait encore toute l'ancienne friche Renault et puis 2022 où on a une bonne partie de l'écoquartier qui est livrée et ça vous permet de voir aussi l'inscription de l'écoquartier dans le grand paysage avec la Défense, le Mont Valérien et puis Paris en fond. Et puis vous apercevez également la toiture du complexe omnisport Alain Mimoun avec donc la fameuse piste d'athlétisme et le terrain de foot. Sur ce projet-là, donc vous voyez quelques visuels, il y a vraiment une volonté de la collectivité d'avoir une présence du végétal assez marquée, avec des sujets importants à la plantation, puisqu'on plante des arbres de 9 mètres à peu près sur le projet. L'idée vraiment, c'est de se dire que dès le démarrage, quand les habitants arrivent, le végétal a une présence assez importante. Et on voit également les cœurs d'îlots qui sont assez caractéristiques. J'y reviendrai. Sur ce projet-là, dès le début, la collectivité a souhaité s'engager dans une démarche écoquartier. Alors, la collectivité a choisi la démarche écoquartier dès 2014 pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, quand même, c'est qu'un projet comme ça, forcément, ça crée des inquiétudes et ça crée une certaine opposition. Donc, la collectivité avait besoin aussi d'avoir un cadre fort, un accompagnement. Et le fait qu'on soit sur un label d'État, ça lui permettait, vis-à-vis d'associations environnementales, un certain
gage de qualité. Donc vraiment, ça a été, c'est un label d'État, forcément, ça sera quelque chose de cohérent, d'encadré, on va partir là-dessus. Il y a aussi quand même un point qui est important et qui avait été regardé à l'époque, c'est qu'on est sur un processus de labellisation qui, contrairement à certains projets, à certaines certifications ou labels, n'a pas de coût. Et c'est quelque chose que la ville a regardé, puisque du coup, le budget qui avait été fléché sur la certification, on a préféré le mettre sur tout l'accompagnement et nos missions d'AMO derrière qui sont assurées depuis par Visea. Donc la collectivité, dès le démarrage du projet, avant même de désigner son aménageur, a signé la charte écoquartier en 2014. On a ensuite, après la conception du projet, on a ensuite donc candidaté à l'étape 2 du label. Et on a candidaté en 2023 à l'étape 3 qui s'appelle maintenant écoquartier livré, puisqu'il y a eu une refonte du label. Et on visera l'étape 4, mais uniquement qui est devenue écoquartier vécu, mais on pourra également la viser en 2030. Donc c'est-à-dire que vous le voyez, l'aménagement, on est sur des temps longs, et là on est sur un label et un processus qui fait qu'on a un suivi en 2014, en 2016, en 2023 et à terme. C'est pour ça vraiment que dès le début, la ville et la SPL ont souhaité être accompagnés d'un expert, et donc Visea nous accompagne depuis le début, à la fois sur la démarche globale, sur le suivi des espaces publics et sur tout ce qui est lié au suivi des lots. Donc on a mis en place plusieurs outils avec les conseils de Visea, puisque l'idée c'était de se dire oui, on s'est inscrit dans un processus de labellisation, mais pour réussir les candidatures aux différentes étapes, il faut qu'on ait un suivi qui soit régulier, qui soit annuel. Et donc différents outils ont été mis en place. Donc déjà, tous les ans, on vient évaluer où on en est par rapport aux objectifs qui avaient été fixés sur les 20 engagements. Et chaque année, on voit l'évolution. Et on se dit avec la collectivité, attention, sur ce point-là, on est un peu en deçà de ce qu'on avait prévu. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? À l'inverse, si ça nous permet aussi de mettre en avant ce qui a été des actions positives et les bonnes initiatives. Donc c'est très important pour nous parce que ça permet d'être toujours sur une amélioration continue du projet. On fait la même chose sur les lots privés, puisque donc on a contractualisé avec l'ensemble des constructeurs, on a contractualisé le fait que notre AMO intervienne à chaque phase du projet, y compris sur la partie DCE, pour analyser les pièces et vérifier qu'on tient nos engagements. Et ensuite, on a des bilans des livraisons qui sont réalisés et qui nous permettent de mettre à jour la charte de développement durable du projet et de pousser les curseurs toujours un peu plus loin. On a également participé à l'AMI Quartier Énergie Carbone avec notamment le test de l'outil Urban Print d'Efficacity qui nous a permis de voir quelles avaient été les bonnes décisions prises, je dirais, sur la phase 1 déjà livrée, mais surtout de tester des scénarios pour la suite, donc toute la phase qui sera autour de la gare. Donc pour nous, c'est très important, c'est que finalement, ce cadre de labellisation, au regard aussi du temps long, nous pousse à toujours être dans une démarche d'évaluation, de mesure de notre impact et d'amélioration continue. Cette amélioration continue, elle est aussi poussée par le processus de labellisation écoquartier, puisque à chaque phase de candidature, on a des observations qui sont réalisées par les experts qui analysent nos dossiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, mais c'était vraiment pour vous montrer que on avait des remarques qui étaient formulées par les experts et que nous, derrière, on y apportait des réponses. Pour nous, aménageurs, c'est aussi une force d'avoir cette analyse-là vis-à-vis de la collectivité, parce que sur certaines décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre pour des territoires, pour des élus, ça nous permet de dire attention, si vous voulez continuer dans la labellisation écoquartier, on a des points de vigilance et il est important pour nous collectivement d'agir. Donc ça nous a permis quelques évolutions du projet. Notamment, ça va nous accompagner sur une réflexion autour de l'évolution de la programmation tertiaire, puisque on a été alerté sur les bureaux et on a également donc renforcé tout le dispositif d'intégration des habitants, des usagers, avec la création d'un conseil citoyen de l'écoquartier, suite aux remarques qui avaient pu nous être formulées par les experts en phase 2.
Pareil, hein, on a eu aussi des remarques sur tout ce qui était mobilité durable, notamment, hein, on a été poussé à mettre en place des actions et des mesures concrètes dans l'attente de l'arrivée de la gare, puisque la gare, au démarrage du projet d'aménagement, devait être là en 2025, d'où aussi le rythme un peu soutenu sur la commercialisation de l'opération. Donc, comment on accompagne la population dans l'attente de l'arrivée de la gare? Le label Écoquartier évolue. Raphaël en parlait tout à l'heure, il y a eu une refonte du label. Donc, dans le cadre de notre candidature à l'étape 3, on a dû renseigner des indicateurs. Alors, je trouve que c'est une très bonne chose parce que jusqu'à présent, c'était des données assez qualitatives, mais on avait peu d'indicateurs chiffrés qui nous sont beaucoup demandés, nous, par les habitants, les élus et les associations mobilisées sur le projet. Donc, c'était important qu'on ait ces indicateurs, mais on a été en mesure de les remplir uniquement parce que, en plus du processus de labellisation Écoquartier, on a tout un process d'évaluation continue qui avait été mis en place avec Visea. En synthèse sur la démarche Écoquartier, donc pour nous, ça a été une vraie opportunité hein, pour le projet parce que ça nous accompagne vis-à-vis de la population. C'est rassurant pour la population et pour les associations. On le voit encore aujourd'hui, donc c'est vraiment un gage de qualité. Ça nous a poussé à mettre en place un cadre clair et une démarche d'amélioration continue. Et surtout, ça nous oblige à travailler vraiment sur l'ensemble du développement durable avec les 20 engagements. Ce cadre de référence, pour nous, c'est une vraie plus-value aussi dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec la collectivité, que ce soit les élus ou les services, puisqu'on réalise des ateliers avec les services autour de cette démarche écoquartier pour qu'ils se saisissent eux aussi de l'enjeu, parce qu'on est aménageur, on est là pour un temps qui reste assez court, mais derrière, l'important pour nous, c'est que la collectivité s'en saisisse dans la gestion des espaces publics. Et le plus également, c'est que c'est une démarche qui évolue. Donc, ils ont su évoluer pour aller sur quelque chose avec des indicateurs chiffrés. Les quelques freins que je vois à cette démarche écoquartier, c'est que, bon, jusqu'à présent, c'était énormément du qualitatif et c'est qu'on a des temps longs entre les étapes. Donc, nous, c'est vrai qu'on a mis en place une évaluation annuelle et heureusement, mais vis-à-vis des extérieurs, on a certaines fois une perte de crédit puisqu'ils nous disent, mais attendez, vos experts, vous les voyez tous les 3, tous les 4 ans et pas tous les ans. Donc, c'est vrai que ça, je dirais que c'est peut-être un petit peu dommage. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a, par exemple, sur le HQE aménagement, où on a une évolution et une évaluation tous les ans. Donc, c'est peut-être pour nous un petit frein, c'est qu'on perd en crédibilité du fait que les analyses des experts soient finalement assez courts et très écartés dans le temps. Et donc, voilà, ça rejoint cette absence de suivi annuel formalisé. Nous, après, on est ravis et la collectivité s'est vraiment saisie de cette démarche écoquartier, mais elle s'en est saisie aussi parce qu'on est accompagné d'un expert et on s'est donné les moyens d'avoir un suivi à la fois sur les espaces publics, sur les lots privés et une vision d'ensemble. Peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'indicateurs. On a mené des études auprès des habitants, des études de mobilité, mais on n'a pas encore d'outils qui nous permettent d'avoir une vision globale de tout ce qu'on a fait pour le développement durable et peut-être une vision cartographique aussi de ces indicateurs, parce que pour le public, c'est beaucoup plus facile quand même de visualiser ce qu'on a fait, de le spatialiser et puis d'avoir une évolution dans le temps. Puisque aujourd'hui les habitants oublient qu'il y a une dizaine d'années, on était sur une friche totalement fermée au public. Donc je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse avoir vraiment des outils un peu plus pédagogiques issus de cette démarche écoquartier. Merci beaucoup, Olivia, c'était très clair et très complet. Alors, on a quelques questions. Déjà, alors, la première question, c'est est-ce que vous auriez un règle sur l'impact financier que peut avoir la mise en œuvre du label par rapport à si vous n'étiez pas engagé dans la démarche
Alors, pour le coup, pour moi, il n'y a pas vraiment d'impact financier dans le sens où le label en lui-même, bon, pour le coup, c'est un label qui est vraiment gratuit et l'accompagnement qu'on a mis en place, surtout le volet développement durable, certes, c'est un budget, mais c'est un budget qu'on avait prévu dès le début et on a peut-être un accompagnement un peu plus important, mais finalement, comme on ne paye pas de label derrière, on s'y retrouve très largement. Et on se rend compte que le fait qu'on soit accompagné sur certains points, on a des économies derrière, notamment sur notre conception d'espace public, où on nous rappelle un peu à l'ordre en nous disant attention, derrière, vous avez une collectivité qui exploite, il faut penser à la gestion future. Et du coup, on fait aussi des économies, je tiens à le dire, parce que en fait, on se rend compte que on essaie de faire des choses très bien. Je vais vous donner un exemple, c'est sur le mobilier. On avait prévu des choses super sur du mobilier qui était hors de prix. On nous a un peu dit, attention, le service gestionnaire derrière, quel impact pour lui? Il faut mesurer tout ça, cet impact coût. On a changé notre mobilier, on a fait un gain conséquent et la collectivité derrière est ravie. Donc voilà, pour moi, vraiment, l'impact, j'en vois pas vraiment. Et j'en vois pas vraiment aussi parce que pour nous et pour les élus, c'était indispensable qu'on ait un projet ambitieux. Donc voilà, c'est pas un coût en plus, c'était un coût qui était prévu et ce qu'on a économisé sur la certification, ça nous a permis de le mettre dans l'accompagnement. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être une autre question, du coup, l'opération est particulière parce qu'elle est phasée sur un temps assez long. Et du coup, dans le label enfin, il y a des parties du quartier qui sont livrées et d'autres pas encore. Et du coup, dans le séquençage du label écoquartier, comment ça s'est passé? Peut-être la candidature écoquartier livrée, étape 3. Et Oui, comment tout. vous envisagez la suite? Ouais. Alors du coup, ça, c'est vrai que c'est des discussions qu'on a pu avoir avec les représentants de l'État. C'est finalement, nous, on a besoin aussi de montrer qu'on avance sur une étape suivante et on a besoin aussi de vos retours sur l'écoquartier tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ont été d'accord et ça figure bien d'ailleurs sur leur règlement qui est disponible sur le site. En fait, à partir du moment où vous avez à peu près 2 tiers du projet qui est livré avec les espaces publics structurants, des commerces, des lieux de rencontre et les équipements, on a obtenu le label étape 3 sur le périmètre déjà livré. On devra, quand l'ensemble du quartier sera pour le coup livré, on recandidatera en étape 3 dès la fin des travaux sur le secteur gare et ensuite on candidatera en étape 4 à livraison de la gare, donc horizon 2030, plus les années derrière nécessitées. Donc c'est vrai qu'on a on a eu une souplesse et maintenant c'est une souplesse qui est vraiment pour tous les projets. Finalement, l'État s'est adapté à ça, au fait que l'aménagement, on était sur des temps longs et avec des phases. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et du coup pour tenir le timing, on va continuer à avancer avec Anaïs qui va nous parler du label BBC à quartier. Je te laisse la parole, Anaïs. Oui, merci Raphaël, bonjour à tous. Donc je vais effectivement vous parler rapidement du label BBCA Quartier. Donc un label qui tire son origine du label BBCA Bâtiment, donc qui permet d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Et donc aujourd'hui, il est élargi au quartier et on se demande pourquoi. Tout simplement un constat que vous voyez à travers les deux éléments, les deux images sur la slide, qui sont que les émissions de gaz à effet de serre d'un quartier et d'un habitant sont multiples, sont multifactorielles, et quand on regarde les postes d'émissions tels que la mobilité, la consommation énergétique des bâtiments, la construction ou rénovation des bâtiments, les espaces publics, les déchets, etc., on se rend compte en fait qu'il y a à peu près la moitié de ces émissions qui sont, on peut dire, sous la responsabilité des aménageurs, dans le sens où en fait, on peut les anticiper dès l'origine d'une opération. Sur le graphique en bas de la slide, c'est une représentation de la répartition moyenne des émissions de gaz à effet de serre d'une opération d'aménagement. Et on distingue très, très facilement en fait, les trois postes d'émission majeurs d'une opération qui sont la mobilité quotidienne des usagers, la construction et la rénovation des bâtiments au sens des matériaux mis en œuvre, en fait, et l'énergie, donc la consommation énergétique des bâtiments et des espaces publics.
Donc, en fait, on a un besoin d'avoir un label qui permet je dirais, de faire du carbone un critère de conception pour le prendre en compte le plus tôt possible, réduire au final à la source les émissions de GES. Et je dirais aussi, à travers les différentes étapes de ce label qu'on va voir juste après, d'assurer une cohérence en fait entre ambition, prescription et mise en œuvre sur les projets. Donc, le label a quelques prérequis qui ne sont pas forcément bloquants, hein. C'est tout d'abord d'avoir une opération qui est à usage résidentiel, tertiaire, donc c'est-à-dire ne pas avoir seulement que du résidentiel, par exemple, et composé de bâtiments neufs et de bâtiments rénovés. La surface minimale est de 2 hectares et on doit avoir des espaces et des infrastructures donc, publiques et accessibles au public pour ne pas regarder que au final la construction et la rénovation de bâtiments. Et donc, la composante résidentielle doit être quand même majoritaire entre 10 et 90%. Dans ce label, on regarde plusieurs indicateurs, donc très rapidement, 4 indicateurs qui sont l'énergie consommée par les bâtiments pendant toute la durée de vie en fait, du quartier, donc de manière visuelle, on regarde sur 50 ans, la construction et la rénovation des bâtiments, donc PCE qui veut dire produit de construction et équipement, donc tous les matériaux en fait qu'on va mettre en œuvre pendant la phase chantier et les processus liés au chantier. Ensuite, il y a l'aspect viabilisation, donc là qui n'est pas regardé, par exemple, dans la RE 2020, si vous connaissez la réglementation. Donc tout ce qui va être démolition, les déchets, l'arrosage des espaces verts, les sols, l'éclairage public et tout ce qui va être lié au chantier des espaces publics et des parkings. Et enfin, on a le volet aménagement. Donc là, c'est vraiment la partie pendant l'exploitation, enfin l'usage du quartier, donc la mobilité des usagers, les consommations d'eau et la génération des déchets. Voilà, donc merci. On a plusieurs étapes qui sont très importantes dans ce label, 4 étapes majeures de l'initialisation d'un projet, c'est-à-dire vraiment la genèse d'une opération d'aménagement, jusqu'à sa réalisation et la livraison des différents lots. Ce qui est très important dans ce label, c'est qu'en fait, on va évaluer dès la phase d'initialisation les émissions de GES du futur quartier et on va pouvoir en fait comparer différents scénarios d'aménagement pour au final réduire au maximum les émissions de GES dès le démarrage de l'opération. Et ensuite, ces études vont permettre, dans les phases de conception et de spécification, d'émettre des prescriptions environnementales et bas carbone et de les inscrire dans les différents documents type CPE-UPE, les DCE, les fiches de l'eau, pour que les ambitions soient réellement transcrites dans chaque projet, chaque parcelle, chaque lot qui sera construit. Donc, on a réellement un engagement de l'ensemble des acteurs de l'aménagement, en partant de la collectivité, qui va pouvoir aussi imposer, à travers ses ambitions environnementales, le fait de s'inscrire dans ce label, jusqu'à les entreprises qui vont réaliser les travaux, et donc forcément en passant par les aménageurs et les opérateurs immobiliers. L'objectif de ce label, c'est donc de réduire, in fine, l'empreinte carbone d'un quartier à travers, au final, l'empreinte carbone d'un usager, qui aujourd'hui est environ à 10 tonnes de CO2 par an. Vous savez qu'on a un objectif à l'échelle française d'arriver en 2050 à 2 tonnes. Et donc, le label BBCA quartier, aujourd'hui, pousse à concevoir des quartiers qui seraient à minima autour de 8 à 1,5 tonnes de CO2 par an. Donc, il y a 3 niveaux de performance, standard, performant et excellent, qui chaque niveau ont des spécificités, mais on peut noter donc, des exigences fortes dimensionnantes. C'est-à-dire que pour le standard, on aurait un quartier qui serait autour de 8 des tonnes de CO2 par habitant par an. C'est pas forcément un niveau très, très contraignant aujourd'hui, dans le sens où on conçoit quand même
les quartiers, avec les réglementations environnementales, la RE 2020, on peut arriver à ces niveaux de performance, mais on a quand même un prérequis qui est d'avoir un bâtiment par usage labellisé BBCA bâtiment. Ensuite, le niveau performant, on va gagner en performance et réduire encore un peu les émissions de GES. Et le niveau excellent, qui est assez ambitieux à ce stade, hein, qui est d'atteindre une empreinte habitant de 6 tonnes de CO2 par habitant par an et 30% à minima de surface labellisée BBCA bâtiment. Voilà, je m'arrête là parce que le temps passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anaïs. Je vous prendrai toutes les questions à la fin, s'il y en a. Et du coup, je vous propose d'enchaîner sur la dernière certification dont je vous ai parlé au début, qui est la certification HQ Aménagement. Donc cette fois-ci, on ne parle pas d'un label, mais bien d'une certification qui est portée par Certivia et qui est, au contraire de ce qui vient d'être présenté, non pas une certification thématique, mais vraiment une certification globale qui analyse tout le projet. C'est une certification qui s'adapte, on va dire, à tout type de projet urbain, que ce soit du rural, de l'urbain, du périurbain, que ce soit du renouvellement ou de l'extension urbaine, à des programmes aussi à typologie assez variée, que ce soit un programme d'habitat, un programme mixte ou une zone d'activité, par exemple. Donc, un périmètre d'action assez large, de certification assez large. Et donc, voilà, apporté par les concepteurs du quartier, enfin, les maîtrises d'ouvrage des quartiers, à savoir les aménageurs, qui peuvent être soit publics, soit privés, ou les collectivités. Étant donné qu'on est sur une certification, c'est aussi un processus qui a un coût, à peu près entre 15 et 45 000 euros selon la durée de l'opération, puisque ça va être notamment lié au nombre d'audits que vous ferez, plus le coût d'un éventuel AMO qui vous accompagne. Concernant un peu donc le fonctionnement de cette certification, donc c'est une certification qui est jalonnée dans le temps et qui va être suivie au travers de différents audits. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes et demie. Et sur sa nature, on est sur une certification principalement de moyens. On va dire que l'objectif de cette certification, c'est principalement de vous accompagner dans la structuration de vos ambitions d'aider pour qu'elles soient d'aider, donc développement durable, pour qu'elles soient adaptées au contexte et aux besoins des différents parties prenantes, mais qui, par exemple, au contraire, et le parallèle est souvent fait à tort, par exemple, du NF Habitat HQ ne fixe pas de critères hyper précis, planter 10 arbres au mètre carré, etc., mais bien de construire une stratégie qui soit adaptée au contexte. Et qui est une démarche qui se veut une démarche d'amélioration continue. Donc, on va développer des outils, on va les utiliser pour s'assurer que les objectifs sont tenus du début à la fin et en accord avec les enjeux du projet qui auront été définis en phase initiale. Donc, c'est une certification qui se construit autour de 4 piliers qui se déclinent eux-mêmes en 19 thématiques. Donc, la qualité de vie, la performance économique, le respect de l'environnement et tout ce qui est sujet du management responsable, donc l'intégration des différentes parties prenantes, la gouvernance, etc. C'est des thématiques qui ont été également définies et qui parleront, par exemple, à des personnes qui sont engagées dans la démarche écoquartier, mais pour pouvoir aussi être compatibles avec d'autres labels. Concernant le fonctionnement de la certification en elle-même, donc on a 6 phases. Donc chacune des phases va être auditée et elles doivent vous aider à accompagner le projet vraiment de sa genèse jusqu'à son exploitation. Donc une première phase de lancement et d'analyse initiale qui permettent vraiment de diagnostiquer le site, d'identifier les enjeux prégnants. Puis une phase de contractualisation
et de définition des objectifs en accord avec l'analyse préalable qui aura été faite du site et qui va du coup de soi avec tout ce qui va être détail dans la conception du projet. Et puis une fois que le projet sera ficelé, que les prescriptions auront été rédigées, qu'on aura un dessin des espaces publics, etc., une phase de mise en œuvre qui viendra évaluer donc, tout au long de l'opération. C'est en général cette phase qui est la plus longue. Tout au long de l'opération, si on continue à bien tenir les objectifs, via l'évaluation notamment de différents indicateurs qu'on se sera définis au préalable, et qui a également un regard sur toute la phase chantier, à savoir comment on assure pendant le déroulé des chantiers le respect des engagements qu'on s'est fixés. Et une dernière étape, donc une fois que le quartier est livré, vraiment de bilan et de capitalisation dans le but, pour la maîtrise d'ouvrage, la ville, etc., de pouvoir bénéficier aussi d'un retour d'expérience qui lui servira aux phases à venir. Donc pour revenir donc juste sur le principe des audits, donc chacune des phases est auditée en fonction de l'avancée de votre projet et à quel moment vous engagez dans la certification HQ Aménagement. Il est possible d'auditer par exemple de la phase 1 à 4 d'un seul tenant puisque finalement elles sont très proches. Via un audit initial. Et puis ensuite, on a des audits de suivi qui sont organisés tous les 2 ans et qui permettent de s'assurer qu'on a ce suivi dans le temps du respect des engagements avec entre les 2 audits de suivi un audit de suivi documentaire, en tout cas un suivi documentaire qui est attendu de la part de Certivea tous les ans pour montrer que vous, en dehors des audits, vous tenez bien les engagements. Audit de suivi documentaire dont vous pouvez vous dispenser si vous êtes accompagné d'un référent HQ Aménagement. Et puis, donc la démarche se termine avec un audit final de phase 6 sur la capitalisation du projet. En termes de bénéfices pour les opérations, donc c'est vraiment une certification de processus d'opération. Donc elle a pour but, et en tout cas, je pense que c'est un outil, un très bon levier pour vous permettre de structurer des outils de suivi et vos démarches de suivi de développement durable. C'est une certification que je recommanderais peut-être aussi pour des aménageurs qui n'ont pas nécessairement, enfin qui débutent ou qui ont peu l'habitude d'intégrer, enfin qui débutent dans tout ce qui est intégration des enjeux de développement durable et qui leur permet de se doter d'outils dont ils pourront se servir en fait et dupliquer sur d'autres opérations par la suite. C'est une démarche qui met aussi beaucoup en avant l'intégration des différentes parties prenantes. Et en ça, c'est une réelle force et qu'il évalue à toutes les phases, ce qui fait que vous êtes quand même assez poussé à intégrer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit donc les collectivités, les gestionnaires, mais aussi du coup, bien sûr, les riverains, les futurs usagers, dans la définition du projet. Et c'est un projet, comme je le disais, qui s'applique à un grand nombre de typologies d'opérations. Donc pour que la démarche, on va dire, soit efficace, il est aussi possible de vous faire accompagner par un référent HQ Aménagement et qui vous permettra de bien formaliser tous ces outils et de vous accompagner dans la démarche de suivi de vos objectifs en amont de la préparation des différents audits qui pourront être réalisés et pour garantir la tenue de vos engagements dans le temps. Voilà. Juste pour finir, donc quelques exemples d'opérations pour vous montrer un peu la diversité, en tout cas, d'opérations qui peuvent être certifiées HQ Aménagement. Donc, des opérations qu'on accompagne, donc par exemple l'opération du Parc Princesse, située au Vésinet, qui est une opération de logement.
avec des gros enjeux, très gros enjeux de biodiversité, qui s'inscrit dans un site assez particulier puisque c'est l'ancien parc d'un hôpital. La ZAC des Cantous à Armençon-sur-Marne, qui elle s'inscrit dans un contexte encore différent, qui est plus une couture urbaine avec un tissu plutôt pavillonnaire et qui est sur une surface beaucoup plus faible, 3 hectares. Et puis un autre exemple qui va être par exemple la ZAE du Bois du Temple, qui pour le coup, elle est très orientée bâtiment d'activité et qui peut tout de même s'inscrire dans cette démarche HQ aménagement et qui l'aide à tenir et à définir ses objectifs et enjeux de développement durable. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous propose de conclure ce webinaire. Jean-François. Et oui, il me revient de conclure, de remercier encore une fois tous nos intervenants, de nous prier d'excuser le fait qu'on leur ait demandé de rester dans un timing très serré. Et je sais que ce sont des sujets qui auraient pu nous animer toute la journée et qu'il fallait tenir dans des délais très courts. Donc, merci encore une fois à vous et bravo pour cet exercice. À toutes les personnes qui ont participé, je vous rappelle que vous allez recevoir la présentation, que le webinaire sera d'ici très peu de temps disponible via notre chaîne YouTube et sans doute relayé par notre page Visea, LinkedIn. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas, si ce format vous a plu, si vous avez envie de vous tenir informé sur les différentes actualités, que ce soit de Visea, mais plus globalement du développement durable, n'hésitez pas à suivre notre page, à vous abonner là aussi. Il me reste à vous informer que vous pouvez aussi nous poser des questions, évidemment, vous poser à nos experts ou directement toujours dans la conversation, et puis qu'on tâchera de répondre à chacune des questions individuellement parce qu'on n'a pas pu toutes les prendre. Je vous souhaite sur ce un bon appétit. J'espère que vous avez passé un bon webinaire. En tout cas, nous, on a passé un très bon webinaire. Et puis, je vous dis à très vite.